Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Canal 3 Bénin dans cette édition spéciale. Dans quelques minutes, à 10 heures précisément, nous serons en direct du Palais des gouverneurs à Porto-Novo où le président de la République, Patrice Talon, s'adressera à la nation. Il parlera de son action à la tête de l'État ces 12 derniers mois. Un discours un tout petit peu anticipé pour des raisons de calendrier. Que dira alors Patrice Talon à ses compatriotes? Quels sont les chantiers sur lesquels il va se prononcer et les perspectives pour l'année 2023. Analyse de son propos dans ce plateau spécial que nous vous offrons avec des acteurs clés du milieu social et du monde politique que nous allons vous présenter à partir de cet instant. Paul Essayko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes un ancien syndicaliste et ancien secrétaire général de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Vous jouissez d'une parfaite retraite. Oh, elle n'est pas aussi parfaite parce que les moyens manquent et que en ce qui concerne la révalorisation, nous avons été considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc, ce qui pour vous ne devrait pas être le cas. En tout cas, on va revenir sur tout cela tout à l'heure puisque ça fait partie de l'actualité et forcément et certainement le chef de l'État va se prononcer là-dessus tout à l'heure. Nous avons Espérance Tébé qui est un acteur politique, président du parti de l'opposition, le MPL, le Mouvement Populaire de Libération qui est avec nous. Espérance Tébé, bonjour. Bonjour cher ami. Merci de répondre présent à notre invitation. Jacques Ayadji est travailleur, agent de l'État, président du parti Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, parti de la majorité présidentielle. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Et puis nous avons un observateur de la vie politique qui suit tout de près, monsieur Henri Doutétien, bonjour. Bonjour monsieur Christian. Bienvenue. Merci de répondre présent à notre invitation. Des analyses, on partira donc de l'actualité du moment, l'aboutissement de la revalorisation des salaires pour les agents de l'État. En Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement a annoncé les grandes mesures, décryptage de tout ceci avec mes invités en plateau avant de nous connecter en direct de l'Assemblée nationale à Porto-Novo où le chef de l'État est attendu pour son discours et ce sera tout à l'heure à partir de 10 heures, discours que nous vous ferons vivre en direct sur Canal 3 Bénin. Alors revenons à cette actualité qui certainement fera partie des propos du chef de l'État tout à l'heure, la revalorisation des salaires des agents de l'État et vous avez commencé d'ailleurs à l'évoquer tout à l'heure Paul Essayko. Vous trouvez que vous êtes, vous, Paul Essayko, comme tous les autres retraités, comme citoyen de seconde zone. Pourquoi vous le dites? Monsieur le journaliste Adandédian, on ne nous considère pas, nous les retraités. C'est à croire que nous n'avons pas fait ce pays. C'est à croire que nous n'avons pas lutté pour qu'on obtienne un minimum de démocratie dans ce pays. C'est nous qui nous sommes battus pour que même la démocratie puisse se dire telle. Mais quand les négociations avaient commencé, moi en tant que secrétaire général des syndicats des enseignants retraités, parce que j'ai refusé, monsieur le journaliste, j'ai refusé qu'on se regroupe comme des amicales. J'ai dit non, nous continuons d'avoir des revendications. Et nous sommes organisés. Et on ne nous a pas appelés. J'ai dû écrire. Et le journal, ce journal a retracé ce que nous avons dit. Ce que Paul Essayko réclame à Talon. Donc nous avons écrit. Et quand les négociations ont voulu commencer, nous avons écrit à tous les secrétaires généraux. Ou bien en tout cas, on a pris langue avec eux. Monsieur le journaliste, lorsque vous voyez notre pension, si vous regardez nos pensions, vous allez pleurer. On n'aurait même pas dû dire que nous avons travaillé dans ce pays pour que l'État tourne. Donc, voici les lettres, tu peux encore peut-être voir. On a écrit au gouvernement, on a écrit plutôt aux travailleurs pour faire des déclarations.
Et nous avons dit, il nous faut que l'État nous remette les 1,25 que Yahi nous avait donné et qu'il n'avait pas payé. Qu'on nous fasse les rappels. Mais on nous a tourné, on nous a dit que on nous a positionné les sous, mais que c'est Covid-19 qui a permis qu'on ne nous paye pas. Et nous avons continué d'aller au ministère des Finances et de discuter. Puis après, on nous dit encore que c'est la guerre en Ukraine qui ne permet pas qu'on nous paye. Ce qu'on nous devait et qu'on a budgétisé, on ne peut pas nous payer ça. Maintenant, le pire, c'est les négociations qui ont suivi là. Oui. Ah non, vraiment, nous sommes déçus. Nous, les retraités. Vous, les retraités, vous êtes déçus. Nous sommes déçus. Parce que, si vous voyez, c'est à peine 2400 qu'on nous donne sur la révalorisation. Et puis, on a fait ce qu'ils ont appelé des sursalaires. Nous sommes tous au marché d'Antokpa. Nous sommes tous dans les marchés et nous vivons l'inflation. Pourquoi on fait un sursalaire aux agents en fonction, en activité. Et on nous délaisse. C'est tout comme si nous n'existons pas. D'accord, on ira en profondeur tout à l'heure dans nos discussions. Alors, vous avez suivi de très près ces négociations gouvernement-syndicat depuis plusieurs mois déjà. C'est l'aboutissement, selon vous, Expérience TB, vous qui êtes dans la masse et qui observez un peu ces rapports entre le gouvernement, le patronat et puis les travailleurs. Monsieur Christian, c'est vraiment dommage, nous, au Mouvement populaire de libération, depuis qu'on a commencé par observer l'effondrement du pouvoir d'achat des citoyens, surtout des travailleurs, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il était nécessaire que le gouvernement fasse rapidement quelque chose aux travailleurs. Mais c'est dommage qu'on ait attendu tout ce temps, tout ce long moment, que ces négociations aient duré autant pour que ce soit maintenant qu'on observe un semblant de rivalisation. Je dis semblant parce que je ne comprends pas pourquoi l'option étalée ou étagée qui a été faite et qui fait, par exemple, des retraités, comme vient de le dire M. Isseiko, les parents pauvres de cette revalorisation. Et quand on sait que c'est ces retraités qui sont beaucoup plus fragiles, qui n'ont pas les moyens de se soigner, les moyens de subvenir à leurs besoins après avoir travaillé 30 ans, 35 ans pour l'État, qu'on observe que ce soit chez eux, que c'est eux qui sont à la valeur plancher des 3%, je trouve que le gouvernement, il reste beaucoup à faire parce que c'est eux qui sont fragiles, c'est eux qui, après avoir travaillé pour servir la nation pendant tant d'années, meurent le plus vite, ça il faut le dire. Les travailleurs, les retraités ne vivent plus longtemps dans notre pays. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'était le moment de les regarder de plus près et de faire des choses substantielles pour que cette classe, cette couche sociale qui a servi le pays et qui a toujours à donner au pays, à aider la jeunesse, aider leur nation, qui puisse continuer par vivre pour qu'on puisse, nous plus jeunes, qu'on bénéficie de leur expérience, de leur expertise. Voilà, beaucoup qui attendaient, qui sont restés en attente pendant longtemps, mais cette fois-ci, le gouvernement qui a trouvé le moyen, le mécanisme pour venir, en tout cas, porter un coup de pouce à ces travailleurs et également à ces retraités. Comment vous avez observé, analysé cette décision et ces mesures du gouvernement en cette période, Jacques Ayadi? Merci beaucoup. Bon, je suis satisfait. Oui. Parce que, en fait, le camarade doyen Iko vient de dire quelque chose. Il vient de rappeler l'expérience que nous avons vécue 10 ans durant dans ce pays où on promet des choses, on annonce des choses sans avoir la capacité et les moyens de le faire. Il a parlé de 1,25 points du point indiciaire, je crois, qui n'a jamais été payé. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Parce qu'avant de prendre une décision, on réfléchit, on analyse avant de prendre la décision. Et les décisions prises par le gouvernement actuel sont des décisions qui sont suivies d'effets. Je déplore que les retraités n'aient pas eu la part belle dans cette
cette négociation, dans cette revalorisation. Mais pour faire 1000 pas, il faut commencer par faire les tout premiers. Aujourd'hui, ils bénéficient de l'incidence sur le point indiciaire qui n'est pas suffisant. Je crois que c'est 3%. 3%, oui. 3%. Ils bénéficient au même titre que tout le monde. Mais les sursalaires, non. Mais je pense que le SG aurait pu demander la chose d'une autre manière. Mais les sursalaires, c'est comme des indemnités. D'accord? Et lorsque vous n'êtes pas en fonction, vous ne pouvez pas prétendre à des indemnités parce qu'il dit qu'ils vont tous au marché, le même marché, etc., etc. Mais ils n'ont pas l'obligation de se déplacer de leur maison au bureau, au travail tous les jours. Et tout le monde sait l'impact, n'est-ce pas, de la mobilité, du transport sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Je ne dis pas que on ne doit pas leur faire mieux, mais il ne faut pas comparer, il ne faut pas dénoncer les sursalaires qu'on paye à ceux qui sont en activité. Je n'ai pas dénoncé. Oui, non, parce que... Et pourquoi on nous laisse en seconde zone? Oui, parce que en fait, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie. Monsieur le journaliste, regardez. Oui, je ne refuse pas. Regardez mon bras là. Oui, oui. Il ne se plie pas. Je suis d'accord. Et les médecins ont dit que c'est une sorte de pré-hémiplégie. Oui. Avec quoi je vais me soigner? Oui. Et des gens sont morts. Non, attendez que je vous dise. Oui. Des gens sont morts. Parfait. Est un retraité qui vient de mourir avant-hier. Oui. Hein? Nous avons des gens qui sont morts. Et c'est plutôt des grabataires. Oui. Mais nous avons dépensé nos énergies pour ce peuple. Pour ce pays. Je suis totalement d'accord. Et nous avons encore à vous conseiller, à conseiller ceux qui sont encore en activité. Oui, je suis d'accord. J'ai même pris, avant d'être malade, j'ai même pris un poste de conseiller pédagogique dans des écoles. Et où je les conseille, aidez-nous. Aidez-nous. D'accord. Vous les politiques, vous les conseillers, aidez-nous à ce que Patrice Talon sache que nous sommes dans la détresse, nous les retraités. D'accord. Et on ne nous appelle même pas. On va continuer de l'écouter. Il a été coupé, suspendu. Oui. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose de mieux pour les retraités. Parce que nous aussi, on a des parents retraités. Et puis le problème que vous évoquez, le problème de maladie qui a besoin de ressources, il y a des agents en activité qui ont ces mêmes problèmes-là. Donc, c'est pas... Il faut pas de la même façon. De toutes les façons, je pense que nous allons demander au gouvernement, avec votre appui, avec l'appui des centrales, et si nous reçoivent qui vous ont défendu quand même, ils vous ont défendu. On ne peut pas dire que la lettre que vous avez envoyée aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales n'a pas été prise en compte. Je ne vous coupe pas, Jacques Kayadji, le chef de l'État déjà au Parlement. On va permettre aux téléspectateurs de suivre son message et nous allons revenir en plateau pour continuer nos discussions, notamment décrypter ses propos. Je vais vous laisser. République. Mesdames et messieurs, au regard du programme ainsi présenté, je voudrais inviter respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à prendre la parole. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme à l'accoutumée et dans le strict respect des dispositions de l'article 72 de la Constitution de notre pays, vous voici une nouvelle fois devant la représentation nationale pour délivrer votre traditionnel message sur l'état de la nation. Nul doute qu'il sera à la hauteur des attentes de nos concitoyens, une source d'encouragement pour les uns, d'apaisement
et d'espérance pour les autres. Je sais aussi qu'il inspirera, comme par le passé, les travaux de la législature finissante et, bien entendu, ceux de la 9e qui en prendra le relais à l'issue des élections législatives prochaines. Sans autre formalité, je voudrais vous prier, Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour délivrer votre message à la nation. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, conformément c'est à nouveau pour moi un honneur d'être devant votre auguste Assemblée pour partager avec vous l'état général de notre nation au titre de l'année 2022. L'année dernière, à pareil moment, notre optimisme était légitime quant à une reprise de l'économie mondiale après les affres de la pandémie de Covid-19. J'avais néanmoins indiqué que notre pays devait encore relever deux défis majeurs, l'un sécuritaire et l'autre sanitaire. Un an après, où en sommes-nous? S'agissant du défi sanitaire, il est loisible de constater que le monde se remet globalement de la pandémie de Covid-19, grâce notamment aux avancées de la science, même si la vigilance doit rester de mise. Quant à notre système général propre de protection sanitaire, notre pays est encore loin d'assurer le minimum nécessaire. Cependant, la dynamique en cours et nos efforts sont de nature et d'envergure encourageantes. En ce qui concerne notre santé économique, la reprise post-Covid amorcée s'est brutalement estompée par le renchérissement des coûts des matières premières, de la logistique ainsi que des produits de première nécessité en raison de la guerre Russie-Ukraine. Conséquence, le pouvoir d'achat des populations s'est trouvé fortement dégradé dans tous les pays du monde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, cette nouvelle réalité qui n'épargne ni pays riches ni pays pauvres concerne aussi, à bien des égards, notre pays qui, en plus d'y faire face, doit aussi relever le défi sécuritaire. Et sur ce plan, au cours de l'année, nos forces de sécurité et de défense ont été plusieurs fois sollicitées par des velléités djihadistes. Si elles ont connu des pertes de soldats, dont je salue une fois encore ici la mémoire, elles ont surtout opposé la riposte nécessaire pour faire des dégâts massifs dans les rangs de l'ennemi, traduisant ainsi leur bravoure et leur engagement patriotique. Mais, comme vous le savez, elles ont bénéficié, pour tout cela, de l'attention soutenue du gouvernement qui met les moyens d'action appropriés à leur disposition et renforce les effectifs de manière remarquable. C'est ainsi que nous avons recruté en 2021-2022 1800 policiers et 2000 militaires, acquis des équipements modernes et adaptés au contexte, puis entrepris un maillage territorial des casernes, ainsi que l'adaptation de leur taille et de leurs moyens à la menace. Aussi, avons-nous lancé cette année la construction de plusieurs dizaines de positions avancées fortifiées et de 10 bases opérationnelles avancées qui sont des casernes de taille moyenne.
Nous avons aussi engagé la réalisation de travaux de fortification sur plusieurs sites militaires dans tout le pays. Le tout, équipement compris, pour un montant global de plus de 80 milliards de francs CFA. Tous ces investissements ont pour objectif de favoriser une projection plus rapide et plus aisée de nos hommes sur les théâtres nécessitant leur intervention en vue d'une efficacité plus grande. En clair, il s'agit de fortifier le pays et de garantir une sécurité optimale à tous. Ces actions seront densifiées encore davantage au cours des années à venir. Par ailleurs, la lutte contre le phénomène djihadiste dans le contexte ouest-africain appelle une action concertée et intelligente des États. En cela, notre pays a été, depuis longtemps, porteur et promoteur d'une stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l'ennemi jusque dans ses repères, y compris en territoire étranger. Là-dessus, il est heureux de noter que nous sommes enfin écoutés au niveau régional. Notre action diplomatique ne manque donc pas d'impact. Dans tous les cas, nous travaillons à faire du Bénin une oasis de paix. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, aucun esprit avisé ne devrait s'étonner de cette attention que nous portons à la sécurité. Elle est essentielle, surtout quand nous avons fini de mettre en place les fondamentaux dans tous les autres secteurs. C'est elle qui détermine, en effet, la pérennité de tous les investissements. L'absence de sécurité peut limiter, voire empêcher la jouissance des fruits de nos efforts communs. Et si l'accumulation des chocs exogènes, que j'ai rappelé tantôt, a un impact négatif sur notre quotidien, car ceci tempère le sentiment de satisfaction légitime qui devrait naître de nos efforts, il n'en demeure pas moins que l'action du gouvernement produit des résultats probants. Il en est ainsi du secteur, Mesdames et Messieurs, de l'éducation. Ici, en plus des performances de nos enfants qui s'améliorent grâce à nos réformes, le programme des cantines scolaires est déjà à 75% de couverture de nos écoles primaires publiques et impacte aujourd'hui plus d'1 million d'apprenants dans toutes nos localités. Le cap des 100% de couverture sera donc atteint avant 2026. Ainsi, plus aucun enfant inscrit à l'école primaire publique ne passera une journée en classe le ventre creux. Cela est une manifestation de la solidarité nationale. De même, notre grand projet de promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle entrera dans une phase décisive en 2023, où l'ouverture des chantiers de construction et de réhabilitation des lycées techniques agricoles et des écoles de métiers sera une réalité. Tous les préalables sont désormais satisfaits à cet effet. Il est à noter aussi que pour compter de cette année scolaire 2022-2023, nous étendons à titre expérimental dans 20 communes l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l'enseignement secondaire. De même, des transferts monétaires seront faits à 30 000 adolescents et filles scolarisés dans les 77 communes pendant 3 ans. Des kits scolaires leur ont été également distribués, sans oublier des bourses d'accompagnement aux études universitaires attribuées aux 10 meilleures filles par département à raison de 38 500 francs CFA chacune par mois pendant 10 mois et sur 3 ans.
De façon toute particulière, dans chaque département, des bourses sont aussi attribuées aux 10 meilleures élèves filles inscrites dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles à raison de 27 500 francs CFA par mois pendant 10 mois sur 3 ans. Dans le même temps, les réformes engagées au niveau du supérieur ne manqueront pas de produire leur effet sur la gouvernance des universités comme sur la qualité des enseignements. Toutes ces mesures sont destinées à améliorer la formation de nos enfants et à les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Un marché de l'emploi où, en dehors des recrutements au profit des forces de sécurité et de défense, l'État a déjà procédé au recrutement direct de près de 3 000 agents dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice entre 21 et 22. Sans oublier plus de 3 000 bénéficiaires en 2022 du projet d'insertion des jeunes et du programme spécial d'insertion dans l'emploi. À Glodjibé, dans la zone industrielle, c'est déjà plus de 6 000 jeunes béninois qui sont employés à un titre ou à un autre. Avant la fin de 2023, nous serons peut-être à 30 000 emplois. Ceci n'est qu'un début qui s'ajoute aux milliers d'emplois générés par les nombreux chantiers publics en cours de réalisation partout dans le pays. Pour revenir à Glodjibé, il s'agit là d'un hub attractif par lequel l'État marque son retour pertinent et son rôle moteur dans la promotion de l'industrialisation. Un autre secteur dans lequel on peut également noter le retour stratégique de l'État, c'est celui des télécommunications, avec le démarrage des activités du nouveau réseau public de communication mobile, premier opérateur global avec une couverture de 80% du territoire national. L'action de l'État pour la compétitivité du secteur des télécommunications numériques sera bientôt renforcée par la deuxième phase du projet de déploiement de la fibre optique afin de mailler totalement le territoire pour le haut débit. Ce qui induira une plus grande avancée de la dématérialisation des services publics avec des effets induits bénéfiques pour chaque utilisateur qui, même s'il ne s'en rend pas compte au quotidien, réalise des économies d'argent et évite les tracasseries. Mesdames et Messieurs les députés, s'agissant du secteur de la santé, nous avons engagé des investissements massifs dans la réalisation des infrastructures et la formation du personnel médical. Ainsi, nous assisterons à l'achèvement prochain de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi et à la construction d'autres centres de santé non moins importants. Plus encore, d'ici 2023, en 2023, nous lancerons la réhabilitation et la reconstruction des 725 centres de santé de notre pays, des centres hospitaliers départementaux, des centres hospitaliers universitaires et des 21 hôpitaux des zones. Cette action d'envergure concerne également la mise aux normes des plateaux techniques. Mais c'est davantage sur la qualité des ressources humaines que nous agissons pour garantir aux populations l'accès à des soins de santé de qualité. C'est ce qui justifie les recrutements historiques effectués et l'installation de l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'action de cette dernière sera primordiale pour l'amélioration des pratiques et leur mise aux normes, ainsi que dans le public, aussi bien dans le public que dans le secteur privé. Dans cette même logique d'accès universel aux soins de santé de qualité, nous sommes aujourd'hui à 57 communes sur 77 où les plus vulnérables d'entre nous, les pauvres extrêmes, commençaient
commencent à bénéficier de soins gratuits. L'assurance maladie obligatoire, mesdames et messieurs, entrera en vigueur en 2023 pour l'ensemble de la population. À cet effet, le panier de soins de base prendra en compte une gamme variée de consultations, de soins et de prestations, ce qui permettra de couvrir largement les affections courantes et d'apporter plus de quiétude à nos concitoyens. Honorables députés, il n'aura échappé à personne que parmi les secteurs évoqués, l'éducation et la sécurité font l'objet d'une réelle attention de la part de notre gouvernement. Il ne saurait en être autrement quand on sait combien il structure et conditionne le devenir des communautés. Pour autant, les autres secteurs ne sont pas négligés. Bien au contraire, conscients de l'importance des gaps à combler, nous avons poursuivi nos efforts de sorte à passer le cap du minimum indispensable pour asseoir le bien-être collectif. Et quand ce minimum n'est pas encore atteint, c'est que nous n'en sommes pas loin. L'ampleur des ressources mobilisées et des chantiers ouverts nous en donne l'assurance. Dans le domaine de l'accès à l'énergie électrique, par exemple, le programme d'extension subventionné par le gouvernement permet à un nombre de plus en plus croissant de nos citoyens de s'abonner au réseau dans la plupart de nos communes. En moins de 4 mois de mise en œuvre, plus de 100 000 demandes de branchement ont été enregistrées et sont en cours de satisfaction, ce qui atteste que nous avons vu juste. S'agissant tout particulièrement de nos communes, elles sont promises à un avenir meilleur, favorisé par la bonne gouvernance que promet la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Elle ambitionne que dans nos communes, les ressources mobilisées soient gérées à bon escient et que la priorité soit désormais donnée aux projets ou programmes qui impactent réellement la vie de nos concitoyens. Dans ces conditions, chaque commune devra se considérer désormais en compétition avec les autres et s'employer à faire en sorte que la dynamique de développement observée au niveau national se manifeste aussi sur le territoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez compris, le vaste programme de développement national que nous mettons en œuvre avec tant d'engagement n'a qu'un objectif: améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Permettez-moi donc de mettre aussi en lumière les effets de notre action dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. Nous en parlons toutes les fois que nous avons l'occasion, parce que c'est source de vie. Là, nous avons lancé en 2022 la construction de 95 nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable multivillages destinés à impacter près d'1,2 million de nos concitoyens dans 74 communes, ce qui nous rapprochera encore et encore plus de notre objectif de donner l'eau potable à la quasi-totalité de nos concitoyens. Grâce aussi à la restructuration en cours de la Société nationale des eaux du Bénin, le milieu urbain suit le même rythme, notamment avec le projet de branchements sociaux qui enregistre de plus en plus de demandes. Dans les temps à venir, l'accès à l'eau potable ne sera donc plus jamais considéré comme un luxe au Bénin. Comme il ne fait désormais l'ombre d'aucun doute, notre agriculture se voit de plus en plus performante. Cela est à constater, avec des productions de vivriers constamment en hausse, autant que les cultures de rente comme le soja et le coton. La même dynamique est perceptible en matière
de l'élevage, de la pêche. Dans le domaine de l'artisanat, la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin promet un renouveau pour les acteurs et l'amélioration de leurs conditions d'existence. En matière de sport, si dans certaines disciplines, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais globalement, ils sont encourageants. Et nous progressons dans toutes les disciplines sportives. Nous avons foi que notre action qui consiste à créer les conditions objectives pour des performances durables portera à terme ses fruits. S'agissant du cadre de vie et des infrastructures de transport, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre programme d'action et lancé de nouveaux chantiers. D'autres le seront encore en 2023, notamment la phase 2 du projet asphaltage, la construction de nombreux axes routiers pour densifier encore plus le réseau de voies bitumées. Tout ceci pour améliorer davantage la mobilité et procurer plus de satisfaction aux usagers. Cette dynamique vaudra aussi pour le secteur du tourisme. Avec les projets récemment lancés et ceux à venir, assez vite, en 2023, notre politique dans ce domaine prendra toute son envergure. L'agence Bénin Tourisme, pendant ce temps, travaille déjà à structurer l'offre autour de la destination Bénin. Toutes ces performances nous valent l'admiration et la reconnaissance de la communauté internationale, comme lorsque notre pays s'est montré le plus efficace de l'UMOA dans la gouvernance économique et la maîtrise de l'inflation dans ce contexte de crise internationale. Comme vous le savez, le taux d'inflation évalué au Bénin de 2% est largement en deçà de la moyenne régionale qui avoisine les 7%. Et à lieu de dire félicitations au Bénin entier. Ces performances, mesdames et messieurs, elles nous distinguent comme un pays de progrès où, grâce à nos efforts collectifs, nous montrons que le sous-développement, ou bien que le développement n'est pas une fatalité et que le sous-développement peut être vaincu. Mais le citoyen, même lorsqu'il voit de façon évidente les changements positifs de son milieu, lorsqu'il observe les améliorations qui lui offrent des conditions et un cadre de vie globalement meilleur, il faut encore qu'il sente que le progrès le touche aussi personnellement, notamment à travers l'amélioration de son pouvoir d'achat propre. Cela s'entend bien, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? Autrement, tant que chacun n'a pas directement dans sa poche ou dans son assiette, ne serait-ce que le peu supplémentaire, il reste insatisfait, voire dubitatif. Il n'a pas le sentiment que les avancées collectives lui profitent à lui aussi. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. Cela relève de notre nature humaine. Exactement comme nous le disons communément. Quand on a fait une vue de groupe, une photo, que veut chacun? Voir sa position. Car c'est ce qui prouve qu'il était là lui aussi. De même, quand on décide ensemble de réaliser la maison pour la famille et qu'il convient de faire des efforts, de consacrer les ressources à la réalisation de ce bien, de ce confort, est-ce que tout le monde accepte le fait de sacrifier le pain quotidien pour la maison à construire? Quelle que soit la noblesse des objectifs du bien-être global, le pain quotidien reste notre priorité. C'est ça, notre nature humaine. Autrement,
les ressentis individuels peuvent paraître en contradiction avec la dynamique globale engendrée par nos efforts communs. Nous sommes donc tenus de tenir compte de cela. Il est bien de progresser collectivement grâce à la satisfaction des besoins essentiels que sont l'eau, l'électricité, la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures. Mais il faut encore que chacun, comme je l'ai dit tantôt, ait le plus qui le touche directement et le rassure que le pays progresse effectivement. Le progrès collectif se voit souvent à sa porte personnelle. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voilà pourquoi, ainsi que nous en avons pris l'engagement l'année dernière, nous avons œuvré à concrétiser notre volonté d'améliorer les revenus des travailleurs. Bien sûr, nous avons été retardés pendant de longs mois après nos échanges avec les partenaires sociaux, à cause de la conjoncture internationale née de la guerre en Ukraine, suite à la crise de Covid-19. Mais cela ne nous a pas empêchés, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, de parer au plus pressé, de dégager d'importantes ressources pour stabiliser l'économie et soutenir le pouvoir d'achat de tous. Nous avons ainsi injecté en subventions directes comme en renoncement aux taxes près de 130 milliards de francs CFA depuis mars 2022, afin que les produits de première nécessité restent accessibles à toute la population. Cet effort considérable a permis aux uns aux autres, pas seulement aux salariés de l'État, d'avoir le soutien de notre communauté commune pour faire face à la crise. Enfin, comme vous avez pu le suivre hier, le Conseil des ministres a statué sur les propositions qui ont été négociées avec les partenaires sociaux le mardi dernier. Nous avons, avec les centrales syndicales et le patronat, trouvé un consensus. Cela a été facile parce que le niveau, l'envergure des améliorations proposées ne faisait aucun doute de ce que notre effort mérite bien d'être reconnu. Si vous me permettez, bien que l'information ait été largement diffusée, je vais m'appesantir ici sur quelques aspects de ces augmentations des revenus de nos salariés du secteur public. Le modèle de revalorisation pour lequel nous avons opté marque des efforts plus prononcés en faveur des salariés les plus modestes, ceux que nous appelons les gains petits, sans pour autant oublier ceux des autres catégories. Il consacre des augmentations assorties de sursalaires pour certaines catégories. L'objectif visé par le gouvernement étant donc d'améliorer davantage le pouvoir d'achat des plus faibles, sans oublier, comme je l'ai dit tantôt, de faire un petit quelque chose pour les salaires les plus élevés. Ainsi, selon qu'ils sont des agents de l'État, en début de carrière, ou en milieu de carrière, ou à la fin de carrière, les uns et les autres bénéficient d'augmentations différenciées. Les augmentations étaient de l'ordre de 66% pour certains, 50% pour d'autres, 40%, 30%, 20% et 12% pour certains. À titre illustratif, un agent administratif tout en bas de l'échelle, dont le salaire en début de carrière est d'environ 62 000 francs CFA actuellement, gagnera désormais 104 000 francs CFA, soit une augmentation de 41 379, correspondant à 66% d'augmentation. Je voudrais bien le répéter à la suite du compte rendu du Conseil des ministres, qu'un instituteur dont le salaire en milieu de carrière, dont le salaire est de 112 000 francs CFA aujourd'hui, passera
à plus de 150 000 francs CFA par mois. Une sage-femme dont le revenu actuel est d'environ 144 000 francs CFA gagnera désormais plus de 182 000 francs CFA, soit plus de 30 000 francs CFA d'augmentation, ce qui correspond à 26% d'augmentation. Pareil pour une aide-soignante qui gagnera aujourd'hui 82 000 francs CFA. À partir donc de ce mois-ci, à la fin de ce mois, elle gagnerait plus de 123 000 francs CFA, soit plus de 40 000 francs CFA d'augmentation, représentant plus de 50% de son salaire. S'agissant de la police, des agents de police, si nous prenons un policier qui aujourd'hui a un salaire de 111 000 francs CFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150 000 francs CFA, soit près de 34% d'augmentation. Le militaire de rang, le soldat, qui, tout compris, gagne 91 000, aujourd'hui par exemple, gagnera désormais, à partir de fin décembre, 133 000 francs CFA, soit plus de 46% d'augmentation de salaire. Moi-même, je ne crois pas mes yeux, mes oreilles. Etc. Enfin, permettez-moi de rappeler la situation des aspirants. Ces vaillants hommes qui essayent de combler le gap que nous observons dans l'enseignement primaire et secondaire, qui, pour diverses raisons, dont la plupart aspirent à être enseignants, n'ont pas encore réussi à intégrer le secteur public de manière définitive. Jusque-là, nous leur payons 9 mois de salaire pour leur présence effective dans les classes, comme des vacataires. Mais désormais, ils seront payés 11 mois sur 12, même si leur présence effective en classe n'est que de 9 mois, voire 10 mois maximum. Ils ont beau être vacataires, ils ont besoin également de nourrir leur famille pendant les 2 mois d'absence dans les classes. Et c'est pour ça que nous avons porté leur niveau de rémunération à 11 mois, faisant d'eux ainsi des parents, des chefs de famille responsables, même si sur les 12 mois, il leur restera encore un mois de salaire. Mais ça ne saurait tarder, puisque nous leur permettons désormais, pour ceux d'entre eux qui auraient déjà fait 3 ans dans cette dynamique d'enseignants aspirants, de passer un test d'évaluation. Et au cas où ce serait concluant pour eux, c'est-à-dire s'ils ont le niveau minimum requis, ils seront reversés à titre définitif de la fonction publique. Et c'est pour ça que le Conseil des ministres les a exhortés à faire les efforts qu'il faut pour relever leur niveau de compétence afin de pouvoir remplir ce besoin qui, depuis des années, nous fait défaut. Mesdames et messieurs, ces mesures, toutes ces mesures que nous prenons aussi bien pour la hausse des salaires que pour le paiement à 11 mois des aspirants au métier de l'enseignement, nous font faire un effort financier, à nous tous globalement, de plus de 60 milliards de francs CFA par an. Désormais donc, à partir de 2023, sans compter le mois de décembre qui sera concerné, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui seront injectés à terme de salaire supplémentaire pour nos populations. Il n'y a pas de doute que cela impactera notre vie à nous tous, même si, globalement, les salaires au Bénin restent encore faibles en raison de la cherté de la vie. Ces efforts que nous faisons ne nous donnent pas l'illusion que désormais chacun des concernés aura une vie décente. Non. Malgré cela, les revenus demeurent faibles au Bénin. Mais c'est notre parcours. Mais nous avons l'assurance que bientôt, nous ne serons plus aussi misérables.
Parce que tout doucement, nous faisons l'effort de sortir de la pauvreté. Et chaque jour, nous en donnons la preuve. Même si, en notre temps, chacun de nous ne connaîtra pas l'aisance, la fortune, le bien-être total, nous avons l'assurance que nos enfants ne connaîtront pas le même sort que nous. Que nos petits-enfants, que nos arrière-petits-enfants et que les générations à venir, grâce à nos efforts et la dynamique en cours, auront un sort différent, une vie meilleure. C'est aussi ça, le sens de la vie. C'est aussi ça, la responsabilité des générations. Œuvrer pour soi, certes, mais davantage pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, je vais revenir quand même sur un aspect, puisqu'il n'y a pas dans le pays que les salariés actifs qui sont confrontés au pouvoir d'achat. Nos mesures impacteront également les retraités. De manière moins significative, mais ils ne manqueront pas également de partager la richesse commune. C'est ainsi que l'augmentation du point indiciaire ne manquera pas d'impacter les pensions. Ce qui est plus encourageant est que ceux d'entre les actifs d'aujourd'hui qui iront à la retraite dans les temps à venir verront leur pension impactée par ces nouveaux salaires dans leur entièreté. Et cela constitue pour nous un point de fierté. Mesdames et messieurs, je dois vous dire et vous avouer que nos efforts ont pu inquiéter beaucoup. Opérer une telle augmentation subitement peut donner l'impression que les critères de convergence ne sont pas respectés ou alors que nous n'avons pas agi pour tenir compte des exigences macroéconomiques. Je peux vous assurer, et comme je l'ai dit avant-hier aux syndicalistes, que nous avons fait beaucoup d'efforts, mais raisonnablement. Nous, les équilibres macroéconomiques sont tenus et seront tenus. Le Bénin a les moyens d'assurer durablement ses engagements sans compromettre les équilibres financiers nécessaires dans le pays d'un secteur à un autre. Nous continuerons d'assurer les besoins d'investissement dans tous les secteurs, que ce soit de l'eau pour le reste à faire, pour l'électricité, pour les infrastructures routières, pour le paiement de nos dettes, ainsi que pour les investissements productifs, de sorte à ce que ce que nous observons aussi aujourd'hui, qui nous donne de l'espoir, ne compromette pas l'avenir pour nos enfants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur, Madame les députés, les travailleurs béninois, qu'ils soient du public ou du privé, vont sur le même marché, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le gouvernement a obtenu du patronat l'augmentation du SMIC à hauteur de 30% pour passer de 40 000 francs CFA à 52 000. Et je voudrais, ici devant vous, exhorter à nouveau les employeurs privés à observer le même élan, à faire comme l'État et à pouvoir augmenter le salaire des travailleurs du secteur privé. L'idéal serait que ce soit dans la même envergure que ce que nous venons de faire, peut-être même voire plus. Mais il serait bien pour nous tous, pour les uns et les autres, que ce ne soit pas seulement les travailleurs du secteur public qui vivent l'enthousiasme de notre effort commun. Je voudrais donc inviter devant vous, dans cette salle du Parlement, m'adresser à tous les Béninois, à tous les employeurs privés du Bénin, leur dire qu'il est nécessaire que leurs travailleurs également aient leur part de notre croissance commune. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour conclure sur ce chapitre, je voudrais, si vous me permettez, rappeler tout simplement que ces efforts que je viens de citer ne sont pas un cadeau, ni pour l'un, ni pour l'autre. Cela contribue à la justice. Cela contribue à la juste répartition de la richesse nationale et à la promotion d'un climat de justice sociale
toutes choses permettant davantage de motivation et de meilleures prestations de la part des travailleurs. C'est cela qui permettra à chacun de se sentir concerné par l'effort commun et qui l'amènera à se donner davantage. Mais je n'aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales sont aussi l'œuvre des deux partis politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Qui participent au gouvernement et dont les pressions sans cesse de toutes sortes ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, parfois je me suis senti agacé par vos exigences. Mais je vois que vous avez souvent raison. Et c'est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la construction du pays. La plupart de ces décisions ont été prises sous votre impulsion, avec votre exigence. C'est pour cela que je ne serai pas sincère si je ne partage pas le mérite avec vous. Merci et félicitations encore pour votre action. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, au soutien de tout ceci, la paix sera toujours une denrée indispensable. C'est elle qui, avec la bonne gouvernance, garantira la pérennité de nos actions. Mais elle est tributaire de l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais ici nous inviter tous, fils de ce beau pays qu'aucun autre ne remplacera, à œuvrer pour que plus que jamais, à œuvrer plus que jamais à la préservation de notre cohésion sociale et à la promotion de l'unité nationale qui nous sont si chères. Cet appel trouve davantage son sens dans le contexte des joutes politiques à venir, en lien avec les élections législatives du 8 janvier prochain. C'est l'occasion pour moi de noter qu'elle s'annonce sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques. Je voudrais nous en féliciter. Je voudrais alors en cela saluer tous les acteurs qui y ont œuvré. Ces élections seront, j'en suis convaincu, l'occasion d'une belle fête à l'issue de laquelle le seul vrai gagnant sera encore une fois de plus le Bénin. C'est le lieu de souligner que grâce à nos réformes, désormais et pour compter de la prochaine législature, le Parlement béninois comptera au moins 20%. Au moins 20% de femmes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais je vais espérer. Je vais espérer que le nombre de femmes qui seront désormais présentes dans cet hémicycle, ce nombre ne sera pas exactement ce que la loi a exigé, que ce sera bien davantage. Les hommes n'ont pas applaudi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne peux finir mes propos sans vous adresser mes salutations et mes remerciements de manière toute particulière. Votre législature a du mérite.
Vous avez accompli votre mission avec devoir, dignité et abnégation. Je ne doute pas que l'histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Qu'il s'agisse de ceux d'entre vous qui ne sont pas candidats à ces élections-ci, ou de ceux qui le sont, à qui je souhaite bonne chance. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire à tout cela, à tous ceux que je n'aurai pas donc le bonheur, la fierté, le plaisir de retrouver ici, si Dieu nous le permet, ainsi qu'à ceux qui reviendront ici dans ce hémicycle, je voudrais leur dire combien je suis fier de cette législature. Je voudrais leur dire que vous avez marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. Que plus jamais le Parlement du Bénin ne sera ce qu'il a été. C'est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois que vous avez initiées ou votées après que le gouvernement les ait proposées, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l'abnégation qui ont caractérisé cette législature sont remarquables. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la nature, le Bénin, Dieu vous le rendra. Je ne peux manquer de vous remercier tout particulièrement pour le vote du budget général de l'État. Quelle prouesse vous avez donné au gouvernement les pleins pouvoirs pour travailler pour l'année prochaine, et ce dès le 1er décembre dernier. C'était également une prouesse à saluer. Merci encore. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tel est le sentiment du gouvernement, notre appréciation sur l'état de notre nation. Je n'ai pas pu le terminer sans dire donc ce petit mot sur l'état du Parlement. Félicitations, merci et bien à vous. Vive le Bénin! Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie pour votre message qui, comme nous pouvions nous en douter, a été au-delà de nos attentes. Nous avions été habitués à des discours pas de si grande ampleur. Nous avons été habitués à des discours synthétiques. Mais aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris par la profondeur et par la pertinence d'un bilan assez élogieux, et nous vous en savons gré. Malheureusement, les dispositions de l'article 72 de la Constitution que j'avais évoquées tantôt dans mon propos introductif précisent que les messages de l'État, les messages sur l'état de la nation, ne donne lieu à aucun débat. Et toutefois, je rappelle qu'ils peuvent
inspirer les travaux de l'Assemblée nationale suivant les termes même de la Constitution. Sur ce, je suis dans l'obligation de déclarer alors la séance suspendue. Elle sera reprise à 15h pour mes chers collègues, conformément au programme que nous avons retenu ensemble pour le vote de certaines lois majeures pour ce soir. Alors, je voudrais retourner la parole au protocole pour nous annoncer la suite du cérémonial. Mesdames et messieurs, nous abordons à présent l'ultime phase de la présente cérémonie, celle où les députés de la 8e législature présenteront leur civilité à Monsieur le Président de la République. Cet acte revêtira un caractère spécial parce que le chef de l'État recevra la salutation. Voilà, retour plateau, ça fait pratiquement un peu plus de 40 minutes de discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État, le président de la République, qui a rappelé que le progrès collectif se voit souvent à sa porte personnelle et qui est par la suite allé sur beaucoup d'autres aspects qui résument la vie du Bénin sur le plan politique, sur le plan social. Le Bénin a les moyens d'assurer durablement ses engagements, a déclaré le chef de l'État, Patrice Talon. Allez, en plateau, je rappelle que je suis avec un bon nombre d'acteurs. Nous avons Jacques Ayadi, qui est président du parti Moël Bénin. Nous avons Espérance Tébé, qui lui est le président du MPL. Nous avons avec nous Paul Seiko, ancien secrétaire général de la CSTB. Et puis nous avons monsieur Henri Doutétien, qui lui est observateur de la vie publique. Oui, cher monsieur, vous avez suivi le discours qui était très attendu du chef de l'État. Que peut-on retenir? Est-ce que Patrice Talon a réussi à brosser tout ce qu'il fallait brosser? Je vous donne la parole, monsieur Henri Doutétien. Merci. Non, le président a parcouru tous les secteurs de la vie sociale et de la vie publique, de tous les investissements partout. C'est clair, il est resté à un niveau du discours qui ne rentre pas dans le détail, mais un niveau de discours appréciable avec les gros chiffres, avec ce qui doit être dit. Je pense que le discours a parcouru tout l'état de la nation. Quels sont vos premiers propos, vos premières impressions, Espérance TV, après ces propos du chef de l'État? Oui, nous avons, comme nous sommes habitués déjà depuis 2016, suivi avec attention le chef de l'État qui s'est fondu dans une autosatisfaction béate, qui pense avoir réalisé quelque chose d'inédit que personne n'a fait au Bénin. Nous sommes habitués à ça, c'est ça. Et c'est dommage que nous ne puissions pas être d'accord avec lui, parce que même si on note qu'il y a eu des avancées, dans quelques secteurs qu'il a notés, mais parlant par exemple de l'éducation, il faut signaler qu'il est d'un devoir constitutionnel du gouvernement d'assurer la gratuité progressive de l'éducation dans notre pays. Et donc, s'ils ont fait ces avancées, on ne peut pas dire pour autant que c'est de l'inédit et trouver qu'on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans le pays. C'est bien, mais on aurait souhaité qu'ils puissent dire qu'il reste beaucoup à faire. Lorsque il se complaît également à féliciter ce Parlement, nous sommes surpris que ce Parlement qui est pour nous, pour le Bénin, qui a été une honte de se retrouver dans cette situation, qu'il se plaît à les féliciter publiquement
parce qu'ils lui ont donné carte blanche pour tout ce qu'il leur a demandé de faire. Je pense que il faut savoir il a surtout parlé des actions accomplies, que son gouvernement n'arriverait pas à réaliser un certain nombre de choses ou peut-être à accorder ses revendications syndicalistes sans l'appui, l'accompagnement du Parlement. Oui, c'est évident qu'il ne devait pas s'attendre à autre chose de ce Parlement. Et c'est ce qui nous gêne fondamentalement. Il faut bien que le Parlement joue son rôle de contrôle. Oui, même s'il a dit qu'il a réalisé certaines choses sous leur impulsion, et des avancées, des choses qu'il a réalisées avec leur accord. Mais si vos partisans, comme il a su bien dire, les deux partis qui sont là sont les partis qui le soutiennent, c'est eux qui doivent contrôler son action. On doit s'attendre à quoi? Moi, je ne vois pas de motif de satisfaction. Oui, Paul Essayko. Merci beaucoup de vous être souvenu de moi. Oui. Et je veux dire que lui félicite les siens, mais permettez-moi de féliciter les secrétaires généraux qui ont rencontré le gouvernement. C'est parce que lorsque nous négocions avec le gouvernement, c'est une épreuve très difficile pour nous. Et il faut réfléchir, il faut savoir faire des plans tactiques, il faut savoir donc poser les problèmes et faire des avancées. Je les remercie, étant donné qu'ils nous ont apporté au moins les résultats que nous voyons. Je félicite tous les camarades aussi qui ont pu se souvenir de moi lorsque j'étais véritablement malade. La maladie n'a pas cessé. Je ne peux pas recroqueviller ma main et ça continue de me faire mal. D'autres choses continuent d'avoir lieu en moi. Je remercie tous ceux qui se sont souvenus de moi et qui m'ont apporté de l'aide. Maintenant, ils ont entendu, oui. Alors, ils ont entendu. Oui. Maintenant, vous voyez vous-même, le chef de l'État n'a pas pu faire le point en ce qui concerne les retraités. Ça a été laconique ce qu'il a dit. Et ensuite, quel pourcentage en tant que chef de l'État, lui qui devait faire le point et le rapport, eh bien, il n'a rien dit. Il a juste dit que vous ne manquerez pas, vous les retraités, que vous ne manquerez pas de partager la richesse collective. Et on l'a rappelé. Et ça signifie quoi ça? Ça s'explique comment ça? Ça se précise comment? Vous n'avez quand même pas été oublié dans le discours. On a été oublié dans la mesure où le minimum qu'on nous a donné nous est ressenti comme une honte. Nous, les gens qui avons aidé ce pays à vivre pendant longtemps, nous qui avons aidé à faire de la démocratie ce qu'elle est. Et puis, comme je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, aidez-nous. Nous avons dit que l'État nous doit. D'accord. Qu'il nous donne les 1,25. Deuxièmement, ce que je n'ai pas dit encore et je ne suis pas content, c'est qu'on nous paye notre pension vers les 5 de l'autre mois. Nous avons réclamé qu'on nous paye. Que ça vienne un peu plus tôt. Non, les 20 du mois, comme on paye les gens en activité. Ça nous permet de régler un peu même nos problèmes. Et j'ai demandé que l'État, qui parle du social, s'occupe des vieilles personnes. Donc, créer par exemple des maisons de retraite. Donc, créer des hôpitaux pour la gérontocratie. C'est pour ça que nous avons voulu qu'ils nous rencontrent. Mais ils ne nous rencontrent pas. D'accord, votre message est passé. On va donner la parole à Jacques Kayadi pour ses tout premiers mots, son appréciation de ce discours, Jacques Kayadi, dans sa globalité. D'abord, merci beaucoup. Quand le président Patrick Talon parle, on est fier d'être béninois. On est fier d'avoir un président parce que dans la forme, il y a la posture présidentielle. C'est très important. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il permet de reconnaître. On a eu d'autres. Et quand ils prennent la parole, on n'est pas fier. Donc, de ce point de vue, encore une fois, j'ai vu un chef de l'État dans une posture présidentielle. Et il faut le remarquer et le féliciter pour cela. Contrairement à ce que mon ami
Expérience Tébé. Oui. Tébé a dit tout à l'heure, moi je n'ai pas senti dans les propos du chef de l'État, comment on appelle, quelqu'un qui... Une autosatisfaction. Non, pas du tout. C'est comme si on n'a pas suivi le même discours. Parce qu'il a dit tout ce qui a été fait, mais à la fin, il a dit que c'est pas ce qu'il faut. Le besoin est encore là. On a encore beaucoup d'efforts à accomplir. Et il a dit que c'est notre parcours. Et il souhaite que ce que nous vivons maintenant, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne le vivent plus. Donc quelqu'un qui fait de l'autosatisfaction ne dit pas les choses comme ça. Il a parlé des retraités. Il n'est pas fier de ce qu'il vous a accordé. Mais c'est ce que nous avons pour le moment. Il aurait pu faire comme l'autre. Vous dit, bon, écoutez, vous avez 1,25. On l'a dit depuis plus de, je ne sais pas de combien, de 15 ans. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Mais vous ne l'avez pas eu. Donc, on l'a eu et on ne nous a pas fait le rappel. On a eu une partie. Une portion congrue. Vous voulez la même posture d'irresponsabilité au président Patrice Talon? Non. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, ce que nos ressources permettent de faire, c'est ça qui est... Il a également quand est-ce que vous allez nous donner ça? Les critères de convergence. Quand est-ce que nous allons donner quoi? vous allez nous donner les 1,25? Mais qui vous a promis ça? Le rappel, on n'a pas promis. Oui. L'État a ratifié. Bon, et on a donné une partie. De toute façon, bon, donnez-nous le reste. La différence entre, l'État est une continuité. La différence entre Patrice Talon et les autres, c'est que quand il dit, il le fait et il s'assure de la dissoluité, de l'entièreté de ce qu'il veut dire avant de le dire. Maintenant, dites-le. C'est pourquoi maintenant, déjà le 20 décembre, si pour ceux qui j'ai bien entendu, oui, c'est que tout ce qui a été dit sera fait. Donc vous n'aurez pas, après le départ de Patrice Talon, à aller réclamer à un autre président de vous solder comment on appelle les déclarations d'aujourd'hui. Donc franchement, moi je suis très satisfait de moi, ce discours-là. Je retiens un élément de notre ami Tébé. C'est vrai, l'école, la Constitution dit qu'on doit assurer et progressivement la gratuité de l'école. Mais, l'article 16. D'accord. Mais de quelle manière les prédécesseurs l'ont appliqué? Moi, ce que je regarde, c'est la différence de la manière dont on a appliqué ce que la Constitution a dit par rapport à ce que les autres faisaient. Moi, je regarde le gradient. L'histoire de donner à manger à l'école, ça a été commencé, mais ça a été une catastrophe. Ce qui se fait aujourd'hui, dans mon village à moi, dans tous nos villages, les enfants sont en classe. Ils mangent dans nos villages avec une participation, quand même modique des parents, c'est 25 francs qu'on demande pour acheter les condiments. Ça, c'est une différence. Moi, je regarde les différences. Je reviens dans mon secteur. Lui, il n'est pas dans mon secteur parce qu'il est là comme politique. Moi, mon secteur, c'est les infrastructures. Oui. Allez-y. Moi, mon secteur, c'est les infrastructures. Ce que je vois, je me représente moi-même. Ce que je vois aujourd'hui et ce dont j'ai toujours rêvé depuis que 40 ans, j'ai évolué dans ce pays, c'est que chaque citoyen de son village trouve une piste correcte toutes saisons pour aller au chef-lieu de l'arrondissement. Et du chef-lieu de l'arrondissement, il puisse rejoindre le chef-lieu de la commune. Et de la commune, qu'il trouve une voie bitumée pour arriver jusqu'à Porto Novo, la capitale du Bénin. Aujourd'hui, peut-être il va me démentir, mais il faut qu'il me chose là. Toutes les communes aujourd'hui, sauf la mienne en plus, Soava, parce que nous sommes dans l'eau, oui. Nous n'avons pas une voie pérenne toute l'année pour rejoindre la capitale. Mais c'est cet espoir, c'est cet agissement qui renforce nous tous et qui assure, de mon point de vue, l'unité nationale. Il ne faut pas qu'il y ait de Sibérie au Bénin en matière
de traverser pour aller quelque part. On voit qu'au moins ce régime s'attelle à ça et on voit les résultats. Mon rêve, c'est l'autoroute de Cotonou jusqu'à Malanville. Parce que le pays est un couloir. Si on a un grand tronc qui est l'autoroute, tous les autres se branchent sur ce tronc. Mais j'ai espoir, puisqu'on me dit jusqu'à Alada, ça va être fait grâce à Glodibé. Le MCC a pris jusqu'à Boyko et le gouvernement a pris de Boyko à Dassa. Ça évolue. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut souhaiter et qu'on doit lutter pour, c'est qu'il y ait l'empilement de toutes les réalisations, quel que soit le gouvernement qui vient. Il ne faut pas que les dynamiques qu'un gouvernement a engagées, que cette dynamique s'effiloche et on change de circuit, on met de côté et on fait autre chose. La lutte qui doit être la lutte de nous tous désormais, ce qu'un gouvernement comme celui-ci a fait, nous devons lutter pour que quiconque vienne dans ce pays, il continue sur cette lancée pour que l'empilement des réalisations nous pousse de l'avant. Justement. Alors, on va prendre les aspects au cas par cas. Revenons justement à ce qui fait aujourd'hui l'actualité, c'est-à-dire la révalorisation des salaires. Le chef de l'État, dans son propos, rappelait un peu que ça devait se faire depuis, mais que le retard est lié à la conjoncture internationale, ajouté donc aux effets pervers de la Covid-19. Le gouvernement qui a fini donc par statuer sur ce qui... Oui, justement, la guerre en Ukraine. Alors, le Conseil des ministres qui a fini par statuer sur les propositions des uns et des autres. Quelle est la dynamique que le chef de l'État ou le gouvernement veut impulser aujourd'hui à travers ces grandes décisions qui sont prises hier? Jacques Ayadji, selon vous. D'abord, je voulais dire que, avant de répondre à votre question, que si on est acteur politique et on aspire à diriger le pays un jour, il faut éviter un certain nombre de postures. Ce qui se fait aujourd'hui, là, je pense qu'on a intérêt à faire en sorte de le capitaliser. D'accord? Il faut le capitaliser. Parce que le socle de notre développement, la fondation de notre développement est en train d'être mise en œuvre. Même si, individuellement, nous souffrons. Parce que c'est un processus humain normal. Lorsque vous êtes chef de famille et vous entreprenez, vous êtes en location par exemple, et vous entreprenez de construire votre propre maison, il y a des choses dont vous vous privez pour pouvoir... Il y a des moments, des membres de votre famille disent « Béton est minadoua ». Oui, ça se dit. Aujourd'hui, attention, nous avons le devoir d'accompagner et de soutenir ce qui se fait. Quand moi j'ai suivi le chef de l'État, j'ai noté quelques lettres de l'alphabet sur lequel il veut fonder le développement de notre pays. J'ai noté premièrement la lettre S, qui est la santé. J'ai noté la lettre E, qui est l'éducation. J'ai noté la lettre A, qui est l'agriculture. Et enfin la lettre T, qui est le transport. Et tu n'as pas noté retraité. Même c'est transversal. Retraité, c'est transversal. Alors, lorsque je mets ces lettres-là côte à côte, je vois le mot anglais cite, pour dire to cite. Donc, il veut asseoir le développement de notre pays sur la santé, l'éducation, l'agriculture et le transport. Le doyen, il dit, c'est vrai, il se défend, je ne connais pas de mon secteur, mais je crois qu'il blague et caricature. Parce que c'est eux qui nous ont formés. Si nous sommes quelque chose aujourd'hui dans le secteur des infrastructures, c'est eux qui nous ont accueillis au ministère des Infrastructures, qui nous ont formés, qui ont fait de nous ce que nous sommes. La mobilité dans un pays, là, vous ne savez pas ce que ça donne. Monsieur Ecor parle de la modicité de ce qu'on lui a accordé comme révalorisation, comme gain sur salaire. Mais s'il n'y avait pas de route pour venir ici, de sa maison, il peut dépenser 10 fois, 20 fois ce qu'il a mis pour venir ici. Donc,
Si quelqu'un essaye de mailler le pays pour faire en sorte que, pour quitter un point A pour aller à un point B, on a la facilité, il faut l'accompagner. Le président parle d'autoroute. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans ce qu'il disait. Parce que si je suis là, je ne dis rien. Peut-être qu'on va prendre ça. En fait, MCA n'est pas entre Alada et Boycon. C'est le Boycon Dassa. Boycon Dassa. Oui. Parce que nous, le gouvernement fait de Cotonou jusqu'à Boycon. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons contractualisé jusqu'à Alada. La suite sera fait également, mais MCA est sur le segment Boycon Dassa. Et on ainsi de suite jusqu'à Malanvi. Donc, quelque chose se fait. Par exemple, si vous nous... J'ai suivi le ministre Kountié la dernière fois se remettre en cause en disant que s'il aspire à diriger le pays demain, il doit pouvoir soutenir, à des termes un peu voilés, ce qui se fait aujourd'hui. Parce que si il a caricaturé en disant que bon, si quelqu'un quitte un point A pour aller à un point C, et puis vous l'empêchez d'arriver à un point B intermédiaire, quand vous serez à votre tour pour responsabilité, vous êtes obligé d'aller recommencer. Donc, l'éternel recommencement que nous faisons depuis 90 là. Et quand quelqu'un vient, il efface ce que l'autre a fait et il reprend en disant qu'on veut balayer ou bien on veut sanctionner là. Ce n'est pas bien. Vous pensez que ça ne nous avance pas? Ça ne nous avance pas. C'est pourquoi la campagne n'est pas encore lancée. Et vous verrez bien que l'offre de législature que nous allons sortir à l'époque. Je voudrais t'ajouter. Attendez, vous allez vous prononcer. Vous allez vous prononcer. Je voudrais t'ajouter que ton site, le président dit que ça s'assoit sur le roc S de sécurité. Sécurité, voilà. C'est site au pluriel, avec le roc S de sécurité. En fait, quand on voit ça, on ne peut même si on doit voter quelqu'un, on n'est pas quelqu'un. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas avoir des résultats sans réfléchir et sans planifier. Quand il a dit dans ce pays en décembre 2016 qu'il allait faire le projet Al-Fatah, alors qu'aucune première réflexion n'a encore démarré à cette époque-là, j'ai entendu des gens dans le pays pour dire qu'il ne pourra pas, que c'est maquette. Aujourd'hui, est-ce que ça se dit ? Ça ne se dit plus. Donc franchement, oui. Chers collègues, vous allez vous prononcer. Mais monsieur Koff, vous n'êtes pas un acteur politique. On va donner la parole. Chers collègues, monsieur Jacques Ayadi, je vous vois bien dans votre rôle, sauf que même le chef de l'État lui-même, je retiens qu'il a dit qu'en dépit de tous ses efforts, le niveau des salaires reste très faible. Mais c'est ça que vous n'avez pas reconnu en raison, au départ. En raison du niveau de cherté de la vie que connaissons. Mais je viens de répéter ça. Voyez-vous, si j'ai vu les députés applaudir lorsque le chef de l'État a mentionné que des instituteurs qui étaient à 72 000 passent désormais à 150 000. Mais il aurait fallu qu'ils nous disent, eux, les salaires politiques, d'où ça a quitté et où c'est venu. Oui, il aurait fallu qu'ils disent ça pour que je leur dise que ce n'est pas honnête qu'on applaudisse les instituteurs qui sont passés de 72 000 à 150 000. Nous, au MPL, nous n'avons jamais dit, et personnellement, moi, qui suis aussi un constructeur, n'a jamais dit que rien ne se fait. Mais nous disons que ça ne se fait pas, rien n'est fait à la taille, à la mesure de la souffrance des Béninois en ce moment. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Que nous ne sommes pas encore, on ne peut pas s'auto-satisfaire de ce qui est fait. Mais personne ne s'est auto-satisfait. Chez moi, on a dit l'accès à l'eau potable. Oui. Mais chez moi, à Tchéti, on n'a pas encore l'eau. Oui. Je n'ai pas encore l'eau, en dépit de ce qui a plus de 5 ans en arrière. Personnellement, j'ai déboursé des millions pour réparer l'adduction d'eau. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas l'eau. C'est ça la réalité. Oui. Que si les enfants... Le projet cantine scolaire est d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est une réalité, mais ça ne couvre pas encore tous les enfants. Oui. Mais on aurait voulu que l'étendre à tous les enfants. On aurait voulu que même qu'ils aient même le dîner avant de rentrer, parce que si les parents n'ont pas les moyens les enfants n'ont pas besoin d'un seul repas par jour. Mais si les parents n'ont pas les moyens de leur donner le dîner qu'ils ont pris seulement, ils ont mangé à midi à l'école, vous convenez avec moi que...
Je ne sais pas si vous comprenez fort. Oui, je comprends bien ce que vous dites, mais il reste que vous avez essayé, mais vous devrez faire encore 10 fois plus. 10 fois plus avant que les Béninois ne sentent. Mais écoutez, on a augmenté les salaires. Et dans le secteur privé. Oui, justement. Dans le secteur privé. Vous convenez là-dessus ou les travailleurs représentent quel pourcentage? Ils représentent quel pourcentage dans le pays? Pour que vous me dites qu'on a augmenté les salaires, donc il y aura amélioration de la vie. Non, vous voyez, quelque chose est en train d'être fait. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur des problèmes que connaît notre pays. Ça, reconnaissez ça. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Ah bon, si tout le monde est d'accord avec ça, nous sommes d'accord alors. Moi, j'ai été l'un de ceux qui se sont tracassés, qui ont dépensé même leur propre salaire pour que Patrice Talon vienne au pouvoir. Et on me le reproche aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce que nous avons, quand vous parlez de capitaliser là, qu'est-ce que nous capitalisons? Je vais parler sur 2 volets. Allez-y, le premier. Le premier, c'est que ce que nous obtenons pour la répartition de notre contribution à la nation est dérisoire. Et quand j'en parle, vous ne dites rien. Parce que lorsque vous avez faim, vous avez les membres qui tremblent. Lorsque vous avez la maladie qui vous gruge, vous savez, par exemple, beaucoup de gens sont morts. Vous ne verrez plus jamais Gaston Kassobé Azoua, paix à son âme. Avant de commencer, j'avais voulu vous demander que vous leviez, qu'on fasse une minute de silence en faveur de ceux qui ont lutté avec nous et qui ne sont plus là, surtout les retraités. Ça, je dis, si M. Patrice Talon nous écoute, il faut qu'il sache que c'est un point très très noir dans leur rapport de ne pas s'occuper des retraités. Oui. Et j'ai dit que je veux dire 2 choses. Le second aspect donc qu'ils nous appellent et qu'on discute. On s'entendra sur un modus vivendi, mais ils ne le veulent pas. Donc mes camarades, mes retraités, vous savez que j'ai formé un syndicat pour. Ils m'ont envoyé ici pour dire. Le syndicat est reconnu. Mon syndicat vient de faire son premier congrès ordinaire. C'est parce que nous sommes reconnus. Et quand vous parlez de reconnus, je dis que vous ne connaissez pas trop les textes. Justement, puisque c'est l'actualité, voilà pourquoi nous avons voulu. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les camarades du secteur privé sont aussi laissés pour compte. Et on ne sait même pas à quelle sauce ils sont mangés. Le chef de l'État a invité les employeurs à prendre en considération. Il les a invités. Mais ça, c'est vague. Mais que feront-ils? Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire? Moi, je connais un employeur principal, l'ancien président du conseil d'administration de la CNSS. Vous connaissez son nom? Ils sont nombreux, les anciens présidents. Monsieur Kotigan. Il a été directeur. Adressez-vous tous à lui. Et je sais qu'il est méthodique et qu'il règle le problème du secteur privé. Donc, monsieur le journaliste, la mort dans l'âme, nous avons suivi, après avoir travaillé, lutté, pour que nous ayons un minimum, nous les retraités, nous sommes laissés sur les tables. D'accord, on vous a suffisamment entendu là-dessus. Quand vous m'avez suivi, quelles sont les actions que vous allez mener pour que nous, on puisse rentrer de nos fonds les 1,25? Quelles sont les actions que vous pouvez mener surtout pour qu'on nous paye au moins les 20 du mois? Et quelles sont les actions que vous pouvez mener pour que nous, on ait un minimum décent dans
la cagnotte. D'accord, on vous a entendu. Si on vous paye les 20 du mois, c'est qu'on ramène votre mois de fait à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les agents maintenant? Pour les agents aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. C'est de date à date. Ne nous ridiculisez pas. Vous-même avec, en voyant votre tête avec cheveux blancs là, j'ai l'impression que si vous n'avez pas encore été retraité, vous en êtes pas loin. Alors, finalement, le gouvernement, dans son ensemble, qui a opté pour l'amélioration du pouvoir d'achat des plus faibles, en relevant les salaires les plus faibles jusqu'aux salaires les plus élevés, comment analysez-vous cette option faite par le... Moi, je trouve que c'est un mécanisme d'équité. Je ne dis pas justice. D'équité. D'équité, oui, c'est ça. Oui. Je ne dis pas justice. Parce que justice consistera à dire on augmente de 10% tout le monde. Et ça part du bas jusqu'en haut. Ça, c'est même pas la justice. Non, en fait, pour dire, c'est l'égalitarisme. On augmente tout le monde de 10%. Mais la réflexion qui a consisté à dire les plus faibles, on leur donne plus par rapport à ceux qui ont une certaine capacité aujourd'hui. Moi, je dis, c'est un mérite particulier en matière c'est un mérite particulier en matière de réflexion. On peut dire que c'est une innovation. Sinon, M. Paul ne serait pas là à parler de 1,25. Si en son temps, on avait dit telle catégorie 1,25, telle autre catégorie 1,10, telle autre catégorie 1,05, le gouvernement qui a dit ça aurait été en mesure de mettre ça en œuvre. Vous vous imaginez un employeur qui se lève un jour, il dit j'augmente tous mes travailleurs de 25%. Le jour où on a dit ça, j'ai dit mais écoutez, ils vont trouver l'argent pour le payer. Conséquence. Vous connaissez la cagnotte? Mais la preuve, vous n'avez pas été payé. Vous connaissez le budget? 10 ans après, vous demandez ça. Pour revenir au secteur privé. Oui. Moi, sur ce plan-là, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que le président a dit. À la limite, il supplie le secteur privé pour dire, mais moi, ce que je souhaite, le gouvernement ne peut pas être loin de ces discussions entre le secteur privé et les employeurs. Le gouvernement doit les pousser par tous les moyens à ce que cela se réalise. Parce que ce serait, je ne veux pas utiliser l'expression l'expression d'antan, c'est comme vous mettez le loup et l'agneau dans la même case et vous leur dites d'aller discuter. Mais je compte bien que le gouvernement ne sera pas loin et va pousser le secteur privé à améliorer. Justement, est-ce qu'en demandant quelque chose, la satisfaction de ce besoin-là au secteur privé, il ne fallait pas pour le gouvernement aussi de trouver des moyens pour accompagner le secteur privé qui se plaint à un moment donné de surcharge? Non, mais en fait, le problème du secteur privé qui se plaint du surcharge, c'est quoi? Quand le président a dit, on a mis 130 milliards lorsqu'il y a eu Covid et la guerre en Ukraine pour soutenir l'économie. Oui. Dans les 130 milliards, le secteur privé en a récupéré au moins 80 milliards. Puisqu'on a été tous au courant ici, les 80 milliards, moi je pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quelle utilisation ils ont faite pour booster leur affaire et que ça rejaillisse surtout sur l'emploi, Moi j'ai dit, on doit les aider, mais on doit les surveiller comme le gouvernement doit les surveiller comme le lait sur le feu et les titiller, les pousser pour qu'ils aident à ce que ces négociations soient faites, pour que les gens qui sont dans le secteur privé reçoivent de la part de leur employeur quelque chose de plus ou moins consistant. Moi, je pense que vous n'êtes pas informé. Je ne suis pas informé. Vous n'êtes pas du tout informé. Lorsque vous parlez du fait que le gouvernement s'est occupé des gens qui ont le bas salaire, oui. On a l'impression que vous n'êtes pas dans le pays. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a toujours fait cette proposition. Regardez le secteur privé, regardez les bas salaires et augmenter les bas salaires d'abord. C'est ça qui a été fait. Maintenant, s'il le fait, ce n'est pas une trouvaille.
Et ce n'est pas un mystère. Mais ce qui est sûr est que nous demandons qu'est-ce qu'on nous donne chacun. Moi, là, en tant que retraité, qu'est-ce que j'ai eu? Et ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. C'est un sujet qui doit vous Je préoccuper. reviens à l'affaire des retraités. C'est le principe du point indiciaire sur lequel on nous a mis qui n'est pas arrangeant pour nous. Il faut reconnaître. Les 3% dont on parle, pour les retraités, c'est 80% des 3%. Ça fait 2,40%. Ce n'est pas 3% qui aura comme augmentation sur... Il y aura 2400 francs. Non, 2400 francs pour celui qui gagne 100. Pour celui qui gagne 100 000. Voilà. Oui, pour celui qui gagne 2400. Non, ce n'est pas... Ça va faire quoi sur le marché? Il y a l'inflation. Non. Hein? Il y a l'inflation. Oui. Il y a Covid. Aujourd'hui, là... Bon, il y a guerre. Merci pour les là où on doit amener le problème du point de vue retraite et réforme en ce qui concerne la retraite, c'est voir comment on ne donne plus que 2 points pour 1 an. Parce qu'aujourd'hui, la base du calcul de la retraite, si tu travailles pendant 25 ans, on va t'appliquer 50% de ton salaire de départ. Si tu travailles pendant 30 ans, tu auras 60%. Mais c'est les 2 points-là qu'il faut lutter pour que les 2 points passent peut-être à 2,5, ce qui faisait à 3, ce qui va faire que, en partant à la retraite, vous avez 80% de votre salaire, vous avez 90%. Et comme ça, quand on augmente le point indiciaire, on sera dedans. Donc c'est cette lutte que les syndicats doivent faire pour qu'il y ait une réforme sur le changement. Je vous remercie pour votre rapport. Mais moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oui. Non, vous n'avez pas encore donné votre dernier mot. Vous avez votre dernier mot. Oui, Paul, pardon, Jacques Ayadi. Moi, je pense que nous n'avons pas tous écouté le chef de l'État. Sur le secteur privé, il a parlé en 2 volets. Et n'oublions pas que nous sommes dans un État un peu libéral. Dans du capitalisme. Le gouvernement ne peut... Non, c'est la Constitution. Le gouvernement ne peut pas s'imposer au secteur privé. Ce que le gouvernement peut faire, c'est d'imposer le salaire minimum. Ça a été fait. Je ne sais pas pourquoi au niveau du tour de table, on n'en a pas parlé. Parce que le SMIC, le gouvernement a décidé que le secteur privé fasse passer le SMIC de 42 000, si je ne sais. 40 000. De 40 000 à 52 000. Moi, j'ai proposé 100 000. Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas gouvernement. 000, ça fait quoi? Et vous ne savez pas le fond de l'assiette. Ceux qui savent le fond de l'assiette ont dit qu'aujourd'hui, nos moyens nous permettent de passer de... Et l'incidence financière, ça fait 60 milliards de francs CFA par. Maintenant, moi, je veux dire, le doyen a dit quelque chose qui m'a un peu touché. Et je veux profiter de cela pour le dire. Mais avant de le dire, je pense qu'il faut que le peuple béninois cesse d'être seulement un pays de droit. D'accord? Moi, je souhaite que nous soyons un pays de devoir et de droit. On l'est. Non, attendez. Vous savez, on est dans un pays où nous empêchons le gouvernement d'avoir les moyens de faire face à nos problèmes. Lorsque vous faites des routes, vous faites les avaloirs, les grilles là, on les met dessus. Et vous les enlevez systématiquement, partout. Et que même le doyen Issaïko, si il a pris par un chemin hier et il sait que c'était fermé et il ne fait pas attention, il tombe dedans, il se fracasse les choses là. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de prendre des milliards de nos ressources qu'on pourrait utiliser pour un peu valoriser votre pension pour changer à travers tout le pays ces trucs là. Les garde-corps au niveau des ouvrages de franchissement, les gens vont les couper pour aller les vendre au gang pour blé. Il faut remettre de l'argent. Donc,
travaillons aussi sur cela pour que nous ayons des citoyens dans le pays. Je vais vous Non, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Ou bien journaliste. Attendez, j'ai pas fini, c'est moi qui ai la parole. Oui. Mais ce qu'il a dit et qui m'a un peu touché, Oui. c'est que notre démocratie que nous avons depuis 1990 apparaît à mes yeux comme un bien mal acquis. Expliquez-vous. Et j'ai l'impression que c'est ça qui nous hante depuis. Le président Patrice Talon a commencé par régler un problème. L'errance spirituelle que nous avons. Le fait que les Blancs sont venus combattre les nôtres et sont partis avec nos objets royaux, nos choses. Il est en train de les ramener. Donc nous sommes en train de régler ce problème d'errance spirituelle et nous devons encourager, soutenir le président Patrice Talon pour que le reste puisse arriver. Mais en dehors de ça, il y a l'errance politique. Ce qui s'est passé en 90 au Bénin ne devrait pas se passer. Parce que ceux qui ont lutté, ceux qui ont donné de leur vie, de leur sang pour que nous ayons la démocratie de 1990, nous les avons exclus. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont exclus. Il faut régler ce problème-là. Parce que c'est ceux qui ont fui le combat dans les années PRPB qui sont venus à la conférence nationale prendre le pays et prendre des lois pour exclure. Quand je vois Paul Isséiko, moi j'ai du respect pour lui. On ne s'entend pas sur le débat que nous faisons. Mais les communistes, là, il faut les réhabiliter. Parce que si on ne les réhabilite pas, nous serons toujours en train de souffrir. Ils sont venus, ils ont fait des lois. Et comme ils ont peur que ceux qui ne sont pas rentrés en 90 pour aller à la conférence nationale, ils ont peur que ces gens-là viennent participer aux élections législatives de 1991. Ils ont écrit quelque chose dans la Constitution pour dire que pour candidater aux élections législatives, il faut avoir vécu au Bénin pendant 1 an, sachant que ces gens ne sont pas encore entrés. Et en même temps qu'ils écrivaient ça, pour être président, comme ils savent que c'est eux, ils ont dit il suffit d'être au Bénin pendant, comment on appelle la période électorale. Donc ces trucs-là, il faut que la mandature qui va commencer en 2023, oui, on puisse faire une loi pour ne pas rester seulement à l'amnistie du général Mathieu Kérékou. Lorsqu'on a amnistié le général Mathieu Kérékou, il faut penser aux victimes, les recenser. Et ces victimes sont dans tous les cas aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'UP, attendez, oui. Lorsque vous prenez l'UP, il y a des victimes dedans. Mon ami Séraphin Ngbangbaté est une victime du PRPB. Adekambi Raymond est une victime. Lorsque vous fouillez là, Rémi Akpoko Glele et tout ça là, ils sont là. Il faut les recenser, les indemniser. Ça sera un chantier. Parce que ni voyons mima ça. Ne blaguez pas. On sera en train d'errer. Et quand quelqu'un comme Patrice Talon viendra au pouvoir pour essayer de reconstruire notre pays, nous viendrons dans des plateaux faire des discours que j'entends au niveau de Paul Isséiko, au niveau de Espérance Tébé, pour l'empêcher d'avancer. Alors que ceux qui nous rentrent là, c'est comme si vous avez une maladie. Quelqu'un vous a jeté un mauvais sort et vous avez attrapé par exemple la tuberculose. D'accord. Nous avons encore quelques minutes. En tout cas, nous portons. Je suis heureux. C'est dommage qu'on n'a plus assez de temps. Mais je suis heureux d'entendre le président Ayadi dire que en 91, en mettant dans la Constitution qu'il faut faire 1 an de résidence pour participer aux élections, que ce n'est pas bien. Oui. Malheureusement, oui, c'est ce que lui et son groupe, oui, ont fait également, oui, en 2023, maintenant, 22-23. Oui. Vous avez dit qu'il faut avoir 1 an de résidence au Bénin avant d'être candidat. Mais nous en tant que groupe politique, au dialogue politique, on s'est battu pour ça. Il faut témoigner pour nous. Ah bon, il faut témoigner pour nous. On s'est battu pour ça. On a dit qu'il faut l'enlever. D'accord. Merci beaucoup. Vous nous rejoignez là. Non, mais c'est plutôt vous qui nous rejoignez. Et qu'ensemble,
pour la prochaine législature, nous irons changer ces lois. Même nous irons changer ces lois-là que vous savez restent chrysogènes, que vous savez ne favorise pas la cohésion nationale, sans laquelle le président Talon, avec toute sa volonté, ne peut pas construire la nation de ses rêves. Bien sûr. Et même que ça reste vrai. Et puis le show que vous faites n'est pas bien là. Le show que vous faites là. Oui. C'est parce qu'à la conférence nationale là, nous avons enterré le cordon ombilical de l'exclusion. Donc si nous ne faisons pas ce que nous disons à Moël Bénin là, vous allez tout vous plaindre. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui estiment aujourd'hui que le sel même, la fondation même de notre pays aujourd'hui reste le Parti communiste du Bénin. Je suis membre du Parti communiste du Bénin. Et nous souffrons dans notre chair des différents affres. Certains estiment que s'ils parlent du PCB, on ne les regardera pas d'un bon œil. Non. La réalité est que nous agissons, le PCB agit, et petit à petit, les gens comprennent que ce que nous disons est une bonne chose et est inévitable. Lorsque vous avez parlé des pavés, qu'est-ce que vous dites? C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire maintenant. Vous avez parlé des pavés. Moi, j'ai pas parlé des pavés. Vous avez les infrastructures routières. Infrastructures routières. Les infrastructures routières sont dans des communes, sont dans des localités. Le PCB a conseillé que vous mettez en place des comités de jeunes, que vous les formiez et que patriotiquement, ils voient ce qui est bon et ce qui est mauvais. Avec ces différents comités... Vous allez revoir votre écharpe, ça va tomber. Je pense qu'on va... Avec ces différents comités, on arrêtera les gens qui... Oui, allez-y. On arrêtera les gens qui dépavent, les gens qui détruisent. Et on fera... D'accord, vous faites des propositions. Vous faites de très belles propositions au niveau des comités dans tous les villages, constitués des jeunes, et qui travaillent pour la localité. On n'a pas besoin de comité pour ça. On a besoin de comité. C'est l'éducation. Non seulement, mais vous voulez éduquer il faut former par l'action. Vous voulez éduquer par l'action. Donc, dans ces différents comités, il y aura des gens qui travaillent pour ça. Mais non seulement ça, mais tous les problèmes de la localité. D'accord. Merci beaucoup pour vos idées. On va boucler, puisque le chef de l'État a bouclé son propos par les élections législatives à venir. Quelle compréhension avez-vous Est-ce que moi, je vais parler de ça? Non, attendez, pour les Seiko. Oui, je vais commencer par vous, monsieur Henri Doutetien. Patrice Talon qui souhaite des élections apaisées, que ce soit une ambiance électorale beaucoup plus conviviale entre partis politiques. Quelle est votre réaction à la suite de ce propos? Comme le disent déjà même les partis politiques, il y a 7 sur 8 qui y participent. Donc, moi, en tant que citoyen, je vois déjà que ça va être la participation de tout le monde. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que chacun se donne les moyens de lutter à son propre niveau pour obtenir les voix qu'il faut pour faire élire ses candidats à l'Assemblée nationale. Bon. Ça ne peut être que c'est sur ce socle-là que nous aurons la paix. Si tout le monde y participe et nous y allons tous, on ne parlera plus d'exclusion et on ne parlera plus de parlement dit monocolore. On ne parlera pas plus de ci et de ça. C'est une bonne chose. Enfin, de mon point de vue, nous sommes sur une bonne lancée pour le 8 janvier. Sauf cataclysme. Mais ça n'arrivera pas. Oui, chacun a dit. Quoi? Sur les propos du chef de l'État. Non, mais les élections sont ouvertes, les élections seront faites. Et puis, bon, ceux qui pensent qu'il y a des menus fritins, on va voir ce qui va se passer le 8 janvier. Ce que je veux leur dire ici, c'est que l'aveugle qui menace de lancer une pierre a déjà son pied sur cette pierre. Sur cette pierre-là. Donc, rendez-vous
le 8 janvier. Vous vous êtes senti un peu gêné à la suite des félicitations que le président de la République... Non, pas du tout, pas du tout. En fait, ça ne vous a pas gêné du tout? Pas du tout, parce que quels sont les partis qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Le chef d'État a été factuel. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, donc nous n'avons pas participé à la ratification de projets. Donc le chef d'État est juste en disant qu'il félicite le Parlement aujourd'hui, et ce Parlement est constitué de formations politiques qu'il a félicité. Moi, je n'ai pas été gêné. Moi, je ne suis pas dans ces petits trucs où on voit la vérité là et on passe à côté. S'il y avait plus de partis à l'Assemblée nationale maintenant, et il n'en tire que 2, et leur délivre des lauriers, là, on peut être offusqué. D'accord. Et vous, Espérance TV? C'est au peuple béninois que je préfère m'adresser en face de ce que nous voyons, de ce que le chef de l'État vient de dire de ces deux partis. Je souhaite que mes compatriotes s'éveillent davantage pour que le 8 janvier, nous puissions éviter de retomber dans ces travers. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Oui, moi je vois que l'essentiel, c'est que les travailleurs et nos peuples se mettent effectivement à lutter pour leurs propres intérêts, pour leurs propres revendications. C'est déjà des luttes qui ont donné la satisfaction d'un certain nombre de choses, notamment dans la révalorisation. Je convie tous les camarades à continuer le combat dans ce sens-là. Mais quand vous parlez de l'Assemblée nationale, vous voyez les différents crocs en jambes qu'on a mis pour ne pas accepter les dossiers de beaucoup de gens. Regardez, vous n'avez jamais, vous ne vous êtes même pas posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas le PCB qui aille aux élections. Avec tous ces crocs en jambes, je pense que vous allez vous adresser au ministère. Je pense. Non, c'est mon point de vue, vous devez écouter. Oui, allez-y. Vous devez écouter mon point de vue. Vous pensez quoi? Je pense que, par exemple, les cautions qui ont été mises là, il faut, peut-être si on a besoin de cautions, il faut les alléger au minimum. D'accord. Pour faire des élections, les élections de notre peuple. D'accord. Merci. Et je souhaite que la liberté d'aller, de venir, la liberté de marcher, la liberté de contester dans notre pays revienne. D'accord. Mais je ne doute pas un seul instant, M. Jacques Ayadji, que d'ici à là, tôt ou tard, nous aurons encore ces libertés-là. D'accord. On vous aura compris, monsieur le retraité Paul Essayko, qui souhaite vivement que le gouvernement, le pouvoir ait un regard sur les retraités. Oui. D'accord. Merci beaucoup Paul Essayko. Je rappelle que vous êtes ancien syndicaliste, non, ou syndicaliste toujours, puisque vous avez créé un syndicat des enseignants retraités. D'accord. On évoluera dans le sens d'une grande fédération des travailleurs retraités. Vous allez créer une confédération. Voilà. Vous en serez le secrétaire général. Ah ben, s'ils me prennent. D'accord. Secrétaire général ancien de la CSTV, merci beaucoup. Merci à vous, Espérance TV, président du parti Mouvement Populaire de Libération, et qui prendra part aux élections législatives du 8 janvier prochain, un peu comme le parti Moël Bénin, présidé par Jacques Ayadji également, qui sera à ces élections. La campagne électorale, ça va démarrer le 23. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Et merci à vous, monsieur Henri Doutétien. Merci de votre disponibilité, observateur de la vie publique. Merci de vos analyses ce matin, chers téléspectateurs. C'était donc cette émission spéciale pour décrypter. On va vous appeler pour décrypter le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Merci de votre attention. Vous étiez sur Canal 3 Bénin. Ne bougez pas. La suite des programmes, c'est tout à l'heure avec la rediffusion de Actu Matin du jour. Et puis vous aurez également le journal avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Présentation. Ce sera Éric Guédénon. Merci à chacun et à tous. Bonne journée. Au revoir.